Bonjour et bienvenue, c'est l'heure de la Voix libre sur France 3, 45 minutes pour découvrir une personnalité de la région, elle est même européenne, la personnalité du jour. Bonjour Sylvie Guillaume. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du Parlement européen, seule française d'ailleurs dans l'exécutif de Martin Schulz, notamment chargée de la communication et de l'information des citoyens, eurodéputée depuis 2009. Vous avez retrouvé votre siège l'année dernière, en 2014, malgré quand même une catastrophe électorale pour le Parti socialiste. Ce qu'on peut rappeler pour mémoire dans la circonscription sud-est, celle où vous vous êtes présenté avec Vincent Peillon, le FN avait obtenu 28% des voix, l'UMP 22,4% et vous un peu moins de 12%. Est-ce que ça pose un problème ? Un peu moins de 12, 11,8%. Est-ce que ça pose un problème de légitimité ? Écoutez, ce qui est légitime au Parlement européen, c'est le travail, c'est les textes dont on se saisit et c'est l'évolution de la législation qu'on met en œuvre. Et cela, c'est important. Je crois qu'on est quelques-uns à bien vouloir aller dans ce sens. Vous êtes dans l'exécutif, je disais, alors même si la majorité est plutôt PPE, mais c'est Martin Schulz qui est du PSE qui a été choisi parce que ça fonctionne avec des compromis, le Parlement européen, contrairement aux parlements nationaux. Mais c'est quand même le Front National qui est aujourd'hui le premier parti européen en France. Enfin, à l'Europe, au Parlement. En France, ils ont le nombre plus important de parlementaires européens, puisqu'ils ont été élus effectivement avec des pourcentages très forts. Donc, ils occupent à l'évidence une place importante au Parlement européen, mais une place qui est finalement une place de destruction plus que de construction, comme vous pouvez l'imaginer. Vous avez été à la région, longtemps adjointe au maire de Lyon également. Aujourd'hui, c'est votre seul mandat, eurodéputé. Oui. C'est un job à temps plein. Oui, c'est un choix de ma part de ne pas cumuler parce que si on veut vraiment, je crois, faire son travail correctement, être bien dans les dossiers, les porter surtout. C'est très important de pouvoir avoir ce portage politique, continuer de voir beaucoup de gens, d'avoir des contacts avec des groupes d'intérêt, avec des associations, avec nos concitoyens aussi, être présent sur la circonscription, continuer de se déplacer, continuer de répondre aux sollicitations des lycées, des collèges, bref, des groupes de citoyens. Je crois qu'il faut vraiment être disponible et j'ai fait ce choix effectivement de ne pas cumuler. Pas le cas de tout le monde ? Non. On a choisi 2 thèmes dans cette émission, Sylvie Guillaume. La surveillance d'Internet d'abord. Le texte qui renforce les pouvoirs des autorités est discuté la semaine prochaine à l'Assemblée nationale. Il est très polémique avec cette limite ténue entre la liberté et la sécurité. Où commence l'une et quand s'arrête l'autre ? Et d'abord, on va parler d'un sujet qui vous intéresse de près, Sylvie Guillaume. Ce sont les lobbies. Qui sont-ils ? Que pèsent-ils ? Quel est leur vrai rôle en Europe ? Vous plaidez pour plus de transparence. Vous avez d'ailleurs été chargé de revoir les règles européennes par le Parlement. Le système est-il si opaque que ça ? Cécile Robert nous a rejoint. Bonjour Madame Robert et merci d'être là. Vous êtes maître de conférences en sciences politiques à l'IEP de Lyon, Sciences Po, l'Institut d'études politiques, et directrice du Master des affaires européennes. On a choisi ce thème justement parce que vous travaillez à une nouvelle réglementation européenne. Les lobbies ont un autre nom. On les appelle les représentants d'intérêts particuliers. C'est plus politiquement correct. Et à Bruxelles, ils sont extrêmement nombreux. On dit même que c'est le 2e plus important groupement de lobbyistes du monde après Washington. Est-ce qu'on sait combien d'intérêts particuliers, Cécile Robert, sont présents à Bruxelles, autour des institutions européennes ? C'est peut-être difficile à quantifier ? Alors, effectivement, l'une des difficultés de ce phénomène de la représentation d'intérêt à Bruxelles, c'est qu'on a du mal à la quantifier précisément parce qu'on y reviendra, on n'a pas de caractère obligatoire de la déclaration de cette activité. Néanmoins, on a un certain nombre de chiffres. Alors, de chiffres en termes d'individus engagés dans ces activités. On y reviendra, on parle de 15 000 à 35 000. Vous voyez, la fourchette est large, de gens qui sont payés à temps plein pour faire ce genre d'activité. Et on parle, je pense que Sylvie Guillaume nous donnera les chiffres précis, sur le registre de transparence, donc qui ont souhaité et accepté de s'inscrire en tant que représentants d'intérêt de 7 000 structures. Dans ces structures, on y reviendra, on a des grandes entreprises. Il y a de tout, des entreprises privées, mais il y a aussi des ONG, des régions comme Rhône-Alpes par exemple. On peut considérer que les Rhône-Alpins, la région Rhône-Alpes est un lobbyiste à Bruxelles ? Absolument. Donc effectivement, on a différents types d'intérêts de nature publique et privée. Et on a différents types de mandats. C'est-à-dire qu'on a des gens qui se représentent directement, des grandes entreprises notamment. On a des associations qui représentent des intérêts professionnels ou sectoriels, la chimie, l'ordre des médecins. On a des ONG, vous en avez parlé, des associations qui représentent des associations d'associations à l'échelle européenne. Et enfin, en effet, par
exemple, des intérêts régionaux, mais aussi des think tanks, mais aussi des églises, on en avait déjà parlé. Voilà, donc une palette large. Je comprends très, très concrètement comment ça se passe quand on est à Bruxelles et quand on est comme vous, député européen, avec les lobbyistes. C'est qui? C'est les types en costard qui viennent vous aborder en disant il faut absolument que je vous parle de mon dossier, qui vous invite à déjeuner, qui vous harcèle au téléphone. Oui, mais on pourra en parler parce que parfois entre le lobby et la corruption, il y a peut-être un fil qui est très fin. Alors justement, d'abord il y a effectivement le typique que vous venez de décrire, mais il est vraiment typique et caricatural. Et vous avez eu raison de commencer votre propos en disant qu'on pouvait appeler autrement que lobby, parce que c'est vrai que dans l'acception française, c'est toujours lié au commercial, à la notion d'argent. Des intérêts particuliers, ils représentent leurs propres intérêts. Moi j'aurais juste, petite préalable, quel est l'intérêt en revanche de l'institution Parlement européen ou Commission européenne d'accepter les lobbies? C'est des gens qui viennent défendre leur bout de gras, mais l'intérêt pour vous, c'est quoi? Je vais y venir. Donc c'est important d'appeler aussi des groupes d'intérêt, c'est pas seulement des groupes d'intérêt particuliers, des groupes d'intérêt. Et vous avez eu aussi raison de faire un lien, ou plus exactement de le couper, entre la question de la transparence et la question de la corruption, mais on pourra y revenir aussi. C'est très important de pouvoir continuer d'avoir un lien, qu'on soit à la Commission ou qu'on soit au Parlement européen, avec des gens qui ont une connaissances particulières, qui ont une technicité particulière, qui ont, je dirais, qui ont une certaine connaissance de certaines réalités sociales ou économiques différentes des nôtres. Et ce lien, ce dialogue continu, il n'est pas critiquable en soi. Par contre, il faut lui donner des règles. Depuis très longtemps, le Parlement européen réclame que le registre dit de transparence soit un registre qui passe du côté volontaire à obligatoire. Pour l'instant, ce registre commun avec la Commission européenne est un registre où les structures s'inscrivent si elles le souhaitent. Ça n'est pas obligatoire. Et nous voulons, depuis 2008, je crois, le Parlement européen le répète de façon régulière. Donc c'est la jungle un peu? Parce qu'il faut connaître les gens avec lesquels on travaille. Parce que ça a un certain nombre de déclinaisons après, comme par exemple quand on veut inscrire une empreinte législative, de bien connaître les gens et les personnes, les groupes que nous rencontrons. Madame Robert a raison sur la fourchette de lobbyistes. Voilà, on dit cela à peu près 15-30 000. Ayez en tête, en référence, pour un parlementaire, que nous travaillons en gros avec 3 ou 4 personnes dans notre équipe. Voilà, multiplié par 751. Et dernier chiffre, Monsieur Satis, la Commission européenne travaille avec 30 000 fonctionnaires. Voilà, donc il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de technicité, il y a beaucoup de connaissances à échanger. Il faut réglementer ces échanges. Comment ça s'opère au quotidien? C'est-à-dire, ils vous téléphonent, comment ça se passe? Il y a plusieurs manières. On peut se rencontrer, on nous téléphone, on nous envoie des notes. Et pour ceux qui sont les plus poussés dans la technique, on va dire, et probablement ceux qui ont, pour certains d'entre eux, les moutons noirs, on va dire, été le plus loin. Il s'agit même de rédiger des amendements et dans le cadre de l'examen d'un texte, de suggérer à des parlementaires de les reprendre. Tant que ça s'arrête à des suggestions, c'est le libre arbitre des parlementaires et des politiques d'avoir la moralité la plus haute possible. Après, évidemment, il y a eu aussi quelques scandales dont je regrette qu'ils aient retenti sur toute la classe politique. Cécile Robert, on voit quand même que ça peut être assez facile de corrompre. Après tout, les députés ne sont que des humains. Ça marche comment avec des... Alors, on ne peut pas corrompre avec de l'argent, c'est ça la définition de corruption, mais on peut corrompre de manière plus subtile, avec des voyages, avec des cadeaux. Il faut encadrer tout ça par la loi, justement. Alors, pas précisément par la loi, puisque là, on est plutôt dans le registre du fonctionnement des assemblées, donc à travers des codes de déontologie qui existent, qui ont été révisés au Parlement, qui ont été révisés du côté aussi, en partie, des lobbyistes eux-mêmes, qui s'engagent sur un certain nombre de choses par la voie d'associations professionnelles. Donc la question des illégalismes, elle est une question importante, mais à mon sens, elle est partiellement résolue par un certain nombre d'efforts qui ont été faits, notamment au Parlement européen, sur ces questions, et auxquels la transparence contribue. Après, la question plus large du lobbying, c'est aussi la question du rapport très asymétrique, finalement, des intérêts de différentes natures aux institutions. C'est-à-dire que selon qu'on est un intérêt public ou privé, aujourd'hui, on a beaucoup plus d'argent, beaucoup plus de personnel, et éventuellement... Et ce, pas forcément de manière complètement concertée de la part des institutions, plus d'accès institutionnel également. Donc la question, c'est comment écouter les uns et les autres, si ce n'est à parts égales, en tout cas plus équitablement. Est-ce que les intérêts privés, les grandes entreprises, et même les géants, les grandes multinationales, mettent beaucoup de moyens pour faire du lobbying
auprès d'institutions comme le Parlement européen ou la Commission européenne? Alors oui, elles en mettent. Aujourd'hui, les entreprises qui déclarent ce type de données financières qu'on ne peut pas contrôler, dont on ne peut pas affirmer l'exacte validité. Une entreprise comme Microsoft déclare aujourd'hui entre 4 et 5 millions de dépenses en matière de lobbying sur la place de Bruxelles. Ce qui est beaucoup. Donc s'ils mettent autant d'argent, c'est bien qu'ils y trouvent un intérêt financier à la fin. On peut imaginer en effet qu'ils en attendent quelque chose, oui, tout à fait. On se souvient par exemple, Sylvie Guillaume, de l'industrie du tabac, à l'époque où le Parlement européen était en train de légiférer justement. Je me souviens en avoir discuté avec votre collègue de l'UMP, Françoise Grosset, qui travaillait justement sur ces sujets, qui disait que ses assistants étaient harcelés de coups de fil de l'industrie du tabac. C'est ça une activité de lobbying ? Ça peut prendre cette forme-là. Ce n'est pas forcément la preuve d'une grande intelligence dans le contact avec les parlementaires, avec les élus, mais ça peut prendre d'autres formes, effectivement, plus judicieuses et plus, je dirais, plus correctes dans le travail commun qui peut s'effectuer avec les lobbies. Il existe aux États-Unis, alors du lobbying, on le citait tout à l'heure, le Lobbying Disclosure Act, c'est le nom de cette activité, qui est justement très encadrée. Eux, c'est la loi, c'est entièrement transparent, on doit absolument tout déclarer. Vous tendez vers cette formule, vous voulez tendre vers cette formule ? Il faut que ce soit obligatoire ? Il y a des règles aux États-Unis assez claires. Je dis avec humour de temps en temps dans certaines conférences qu'il est par exemple interdit aux États-Unis d'avoir, et c'est considéré comme vraiment impossible à réaliser, un contact autour d'une table avec un lobby. On peut l'avoir debout. Par ailleurs. Donc les rencontres sociales sont effectivement beaucoup plus difficiles à codifier dans un TGV, dans un Thalys ou dans un avion, dans tel ou tel salon. Bref. Donc il faut continuer de codifier. C'est effectivement important. Par exemple, je vous parlais tout à l'heure de la question de l'empreinte législative. Quand on prend en charge un rapport, il ne me semble pas incroyable, d'ailleurs je pense que ça serait une avancée considérable, de pouvoir, au fur et à mesure qu'on construit son opinion et qu'on construit le rapport, la législation sur tel ou tel sujet, de publier le nom et l'activité des personnes que nous avons rencontrées pour nourrir notre réflexion sur tel ou tel rapport. Ça s'appelle l'empreinte législative. Ça n'est pas non plus obligatoire. Ça va être difficile de le mettre de façon obligatoire, mais je pense que ça serait utile, par exemple, que le grand public, parce que au final, c'est ça qui est important. Le Parlement européen est une des institutions les plus ouvertes et les plus transparentes qui existent. Mais il faut savoir pourquoi on fait. Si, ça l'est bien. Ça peut l'être. Personne n'empêche un parlementaire X ou Y de déclarer au fur et à mesure qu'il construit son opinion sur un dossier, de publier les gens qu'il rencontre. Ça n'est absolument pas un problème. Le problème, c'est de passer d'une dimension volontaire à une dimension obligatoire. Et effectivement, ça peut être assez compliqué dans certains registres. Qui vous a dragué en tant que lobbyiste, Sylvie Guillaume, si je peux me permettre? Alors, vous avez déjà eu ce genre de oui, ce genre bien sûr, de on choses? a tous et toutes été sollicités. Mais vous voyez, moi, je travaille dans le domaine des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Donc, tout ce qui est principalement de la question des migrations, de l'asile, des droits de l'homme et des droits fondamentaux. Et je dois avouer qu'on est un peu moins dragable par les lobbies que d'autres. Mais ceci dit, pardon, je rajoute une phrase. Quand moi, je construis mon texte sur l'harmonisation du droit d'asile, j'ai besoin de rencontrer des associations, des fédérations, des gens qui travaillent dans le domaine de l'asile, parce qu'ils m'apportent la jurisprudence. Alors, et c'est ça qu'on distingue le lobbyiste privé du lobbyiste public, ou ONG, etc. Ce qu'il faut distinguer, c'est la manière dont vous interagissez avec ces groupes-là. Et donc, moi, ça m'a été très utile de pouvoir construire mon rapport, mon texte, avec des gens qui m'apportaient ce type d'informations. Cécile Robert, on vous a invité aussi parce qu'à l'IEP de Lyon, à l'Institut d'études politiques, vous en formez des lobbyistes. Comment on devient lobbyiste? C'est un vrai métier. On dit, tiens, je vais aller faire du lobby à Bruxelles. Alors oui, ça peut être un vrai métier. De facto, c'est un métier, on le disait tout à l'heure, pour entre 15 000 et 30 000 personnes. Comment on forme des lobbyistes? De différentes manières probablement. Nous, ce qu'on essaye d'apprendre à ces étudiants, futurs représentants d'intérêt, tout autant que futurs collaborateurs politiques, c'est le fonctionnement des institutions, ce sont les processus décisionnels, ce sont des capacités à lire les enjeux juridiques, économiques, politiques de tel ou tel projet de loi, une capacité à construire des arguments de nature à éclairer un débat. Voilà. Et nos étudiants, et je tiens à le dire, c'est important, vont effectivement tant du côté des lobbies des entreprises que travailler comme chargés de plaidoyer pour des ONG ou encore comme collaborateurs politiques. Est-ce que ça vous semble être un mal nécessaire, le lobbying? De manière générale, sur les institutions politiques, il n'y a évidemment pas que Bruxelles, l'Assemblée nationale ou le Sénat sont pleins de lobbyistes aussi.
Encore une fois, je crois que, comme l'a dit Sylvie Guillaume tout à l'heure, on ne peut pas parler d'un mal, forcément, et ni nécessairement. On a là une forme de dialogue un peu différente de celle qu'on peut avoir quand on est élu avec des gens dans sa circonscription, qui est un dialogue entre des gens qui connaissent très bien le secteur, la profession qui est visée par la réglementation et qui ont des éléments à apporter sur les conséquences éventuelles d'une réglementation. C'est important qu'ils soient entendus. L'important, c'est qu'il se soit fait de manière transparente et, encore une fois, dans la mesure du possible, de manière équitable, sans opérer le débat politique et public qui me paraît essentiel et principal. Merci beaucoup, Cécile Robert, directrice du Master des Affaires européennes à l'IEP de Lyon, d'être venue ce matin. À partir de lundi, l'Assemblée nationale va étudier le projet de loi sur le renseignement présenté il y a 3 semaines par le ministre de l'Intérieur. L'idée, en gros, est de pouvoir suffisamment contrôler Internet pour détecter un danger terroriste potentiel. Les attentats du 7 janvier ont conduit le législateur à renforcer la réglementation. Et ce qui fait débat, c'est la mise en place notamment des boîtes noires, un système qui doit contrôler l'ensemble des échanges des fournisseurs d'accès à Internet et qui va détecter automatiquement les anomalies. La polémique est en train de gonfler. 360 amendements ont été déposés. Plusieurs organisations, comme Amnesty, comme la Ligue des droits de l'homme ou encore le syndicat de la magistrature, ont appelé à manifester lundi devant l'Assemblée nationale. Je vais demander à un des manifestants d'ailleurs de lundi, Pierre-Yves Gosset, de venir nous rejoindre. Bonjour Monsieur Gosset, bienvenue. Vous êtes un militant de ce qu'on appelle le logiciel libre. Alors il y a une vraie mouvance d'ailleurs en Rhône-Alpes et spécifiquement à Lyon autour du logiciel libre. En gros, la définition, c'est des logiciels qui sont construits de façon participative et sans objectif de rentabilité. Exactement, encore qu'il peut y avoir un objectif de rentabilité derrière, c'est pas du tout déconnecté de l'économie, mais l'idée c'est que le code source, c'est-à-dire la recette de cuisine du logiciel, soit ouverte et accessible à tous. Alors vous êtes aussi responsable d'un site qui s'appelle Framasoft, Ouais. qui est un portail d'accès justement à tous les logiciels. En passant par Framasoft, on peut connaître tout le monde du logiciel libre. Effectivement, on édite un annuaire de logiciels libres, mais on fait aussi pas mal de choses autour de la culture libre. Par exemple, on essaye de promouvoir des projets comme Wikipédia ou OpenStreetMap. Et on a lancé l'an passé une campagne qui s'appelle Dégooglisons Internet, qui vise justement à sensibiliser le public aux dangers des grosses entreprises qui collectent aujourd'hui massivement des données. Alors ce qui semble plus dangereux, en tout cas pour la démocratie, c'est pas au-delà de ces grandes entreprises, c'est plutôt les États eux-mêmes. On l'a vu avec le scandale Snowden et de la NSA, et notamment donc cette loi sur le renseignement. Toutefois, à la base, on pourrait se dire qu'elle a un objectif vertueux, puisqu'il s'agit de protéger les citoyens quand on est dans un contexte ultra tendu, un contexte d'attentats et terroristes. Est-ce qu'il faut en passer par ce genre de loi ? Alors, il faut d'abord savoir que ce projet de loi de renseignement ne concerne pas que le terrorisme. Le champ d'action est beaucoup plus vaste que celui-là. Potentiellement, aujourd'hui, sont concernés donc la délinquance, le crime en bande organisée, mais aussi tout ce qui pourrait porter atteinte aux enjeux majeurs de l'État et de la France. Donc, potentiellement, on pourrait très bien imaginer que les zadistes du barrage de Sivins puissent être, entre guillemets, tomber sous le coup de cette loi. Il y a un terme qui revient, c'est le filet de pêche. C'est-à-dire qu'on attrape tout le monde, et puis après, on voit dans le texte qui est suspect. Donc, a priori, tous suspects. C'est un peu ça, la philosophie ? Effectivement, on est tous présumés terroristes, ce qui pose quand même un vrai souci. C'est-à-dire que, évidemment, on voit bien qu'il y a dans cette proposition de loi des choses qui essayent de dire que le citoyen sera protégé. Mais moi, en tant que citoyen et en tant qu'informaticien, je peux vous garantir qu'on ne pourra pas assurer ça aux citoyens demain, c'est-à-dire qu'on n'a aucune assurance que ces boîtes noires, vu qu'on justement on ne sait pas ce qu'elles vont observer, quels vont être les comportements, effectivement, on parle d'anomalies, effectivement, mais quelles sont ces anomalies, qui les décide, et comment est-ce qu'on peut savoir que plus tard, ce logiciel, cette boîte noire, ne sera pas étendue pour surveiller d'autres types de comportements que ceux qui sont marqués aujourd'hui dans la loi. Quand la loi a été présentée en Conseil des ministres, il y a quelques jours, il y a quelques semaines, Le Monde titrait en une loi à risque pour les libertés publiques. Ce sont vos amis politiques, Sylvie Guillaume, qui sont en train de promouvoir cette loi, Bernard Cazeneuve. Est-ce que c'est une loi qui est dangereuse ? C'est une loi qui doit effectivement avoir des degrés d'encadrement assez forts et sans doute encore un peu à améliorer.
On a au plan européen, là on parle d'une loi nationale, on a au plan européen un certain nombre de débats aussi sur la question de l'équilibre entre la lutte contre le terrorisme, parce vous avez raison tout à l'heure d'indiquer qu'on est dans un cadre quand même un peu inquiétant. Je vous rappelle qu'il y a très très peu de jours, il y a eu un blackout, une attaque sur TV5 Monde, revendiquée par l'État islamiste. Donc on sait qu'il y a quand même un contexte d'une situation qui peut porter vraiment à conséquence sur la sécurité des citoyens. Mais dans ce cadre-là, puisqu'il y a ce risque, il faut pouvoir trouver un bon équilibre entre la lutte contre un certain nombre de phénomènes et la liberté, le respect des libertés individuelles. C'est pour moi un équilibre fondamental. Et on voit bien que dans une grande démocratie comme les États-Unis, il y a eu le scandale de la NSA dénoncé par Edward Snowden qui montre bien qu'il n'y a plus de limite. Oui, il y a eu le Patriot Act aussi avant, donc on sait ce que ça a pu donner après 2001 avec les camps, avec Abu Ghraib, avec un certain nombre de comportements. Donc c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il faut qu'il y ait des garde-fous forts. Parmi ceux-ci, je ne sais pas si on peut l'adapter directement sur la loi sur le renseignement, mais d'un point de vue général sur la question de l'équilibre avec les libertés fondamentales, je crois qu'il y a un problème de finalité. Pourquoi on veut faire ça ? Est-ce qu'on est absolument certain que l'objectif que l'on poursuit est identifié correctement ? Il y a la proportionnalité, c'est-à-dire quels moyens on développe pour arriver à ces fins-là. Il y a d'autres domaines comme par exemple la durée de conservation des données qu'on va obtenir. Il y a plein de choses comme ça sur lesquelles, à mon avis, dans ce cadre national français sur la loi sur le renseignement et dans un cadre européen sur d'autres thèmes, comme par exemple le Passenger Name Record, le fameux PNR dont on discute à l'heure actuelle, il faut trouver le bon trébuchet, le bon équilibre. Il y a deux choses d'ailleurs qui vous gênent. Alors, déjà, c'est en effet la conservation des données, l'allongement de la conservation des données de 1 à 5 ans. Et puis aussi le fait qu'on se passe de juge pour fliquer. En tout cas, en amont, on se passe de juge. Alors aujourd'hui, on peut aujourd'hui collecter des données sur Internet, bien évidemment, dans le cadre d'enquêtes décidées par un juge. Là, ce ne sera pas le cas avec cette loi sur le renseignement. Ce qui est quand même étonnant, c'est que les principaux juges antiterroristes, et notamment les plus réputés d'entre eux, estiment que cette loi est dangereuse pour les libertés individuelles. Et notamment, eux, ils sont très clairs. Ce qu'ils réclament, c'est pas plus de données, c'est plus de moyens d'analyse, c'est-à-dire plus de cerveau pour mieux analyser les données. Et donc, la question n'est pas de savoir quelle doit être la taille du filet. Aujourd'hui, c'est plutôt comment est-ce qu'on fait vraiment bon ciblage pour n'inquiéter finalement que les gens qui ont déjà un comportement dangereux. Sylvie Guillaume citait ce qui s'est passé à TV5 Monde cette semaine, cette cyberattaque d'ampleur, la première fois sur un grand média de télévision, jusqu'au point quand même d'arrêter la diffusion d'un grand média. Est-ce que si cette loi avait été en vigueur, on aurait échappé à cette attaque sur TV5 Monde ? Non, tout simplement. Non, vraiment, le type d'attaque... Et là, du coup, c'est un peu plus mon domaine vu que je suis informaticien, mais ce type d'attaque est pas détectable tel quel. Il y a au départ quelqu'un qui décide d'attaquer effectivement un site. Ça relève plus de sécurité informatique et les équipes de TV5 Monde s'en sont très bien expliquées. Elles avaient été prévenues. Il y avait un audit qui allait se lancer. Les pirates informatiques se sont servis de ce délai entre le moment où ils ont découvert la faille et le moment où le site a été attaqué. Bon, ça s'est passé entre-temps. J'ai pas envie de dire c'est la faute à pas de chance, et tout le monde effectivement parle de TV5 Monde, mais tous les jours il y a des sites qui sont défacés, pas seulement par l'État islamique, mais et encore il reste à prouver d'ailleurs que l'attaque émanait réellement de l'État islamique, ce qui n'est pas forcément le cas, et donc voilà, pour moi je vais pas dire que c'est un non-événement, mais il faut pas prendre cet exemple-là à mon avis comme étant celui qui justifierait la mise en place d'une loi qui, nous paraît complètement à la fois opportuniste et qui joue sur l'émotion des attentats post-Charlie, alors que Charlie Hebdo eux-mêmes critiquent et désavouent cette loi. Est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'un petit peu d'Europe là-dedans, c'est-à-dire de réglementation supranationale ? C'est un domaine où c'est difficile à mettre en place, où les États en plus font des prérogatives extrêmement lourdes et sont très très frileux sur les échanges notamment. La Cour de justice européenne a déjà retoqué un certain nombre d'États européens sur ce genre de dossier. Et a aussi fait en sorte qu'un certain nombre de textes soient écartés. Oui, c'est tout à fait juste. Et avec les motifs que je vous indiquais tout à l'heure, parce qu'à un moment donné, les curseurs ne sont pas les bons et ne sont pas placés au bon endroit sur la durée effectivement de conservation par exemple, ou le respect de la Charte des droits fondamentaux aussi, qui est devenue contraignante pour tous les États. Donc, à l'évidence, même s'il n'y a pas un pouvoir de contrainte directe sur les États, il y a des lignes directrices, des lignes rouges qui, à mon avis, doivent pouvoir émaner du niveau européen. C'est clair. Vous citiez le PNR, le Passenger Name Record, c'est-à-dire le registre de noms de passagers, un certain nombre de données qui sont compilées
pour les utilisateurs de transport aérien et pour qu'on sache, en gros là aussi, a priori tous les passagers aériens sont suspects et ensuite on voit en fonction de ce que font les uns les autres. S'il y en a qu'il faut surveiller de plus près, On recherche de nouveaux suspects. Tout le monde n'est pas suspect, mais effectivement, l'idée, c'est de pouvoir trouver des suspects qui, par leur pratique, effectivement... Pourquoi le Parlement européen, qui avait retoqué une première fois cette directive qui venait de la Commission européenne, aujourd'hui est plus favorable au PNR? C'est justement parce qu'on est en train de légiférer dans l'émotion Justement, on nous a beaucoup reproché d'être dans ce cadre-là. Non, on avait retoqué, j'ai fait partie des gens qui ont retoqué un premier texte, parce que justement, il n'était pas dans l'équilibre que j'ai expliqué tout à l'heure. Là, nous progressons sur cette question de l'équilibre. Une nouvelle proposition a été déposée par le rapporteur, qui est un conservateur britannique, qui nous a fait une nouvelle proposition à partir du texte de la Commission, et nous allons, je crois, avancer. Mais il y a des choses qui resteront très problématiques. On parle, dans le PNR, pour l'instant, on parle des vols qui concernent les échanges entre l'intérieur de l'Union européenne et les pays tiers. Il y a un amendement qui parle des vols intra-européens. Est-ce que demain, on sera dans les vols nationaux eux-mêmes? On parle aussi, pour l'instant, on ne parle pas des vols charters, ce qui est quand même un peu surprenant, puisqu'il y a aussi des vols charters qui partent vers l'extérieur. Donc, est-ce qu'on va demain parler de vols charters? Il y a encore des choses qui ne sont pas réglées dans ce texte. Et donc, les parlementaires sont effectivement très, très attentifs à cet équilibre-là. Je reviens à l'informatique et à Internet, Pierre-Yves Gosset. Comment le logiciel libre se positionne là-dessus? Est-ce que vous allez, vous, essayer de mettre en place des choses pour échapper à cette surveillance, quitte d'ailleurs à être suspect ou à être utilisé par des gens mal intentionnés? Alors, je ne peux pas parler au nom du logiciel libre, qui est un mouvement très hétérogène, mais en tout cas, en ce qui concerne un certain nombre de militants du logiciel libre, c'est évident qu'aujourd'hui, enfin, ça fait déjà des années qu'on utilise, nous, du chiffrement pour travailler au quotidien. C'est-à-dire que, tout simplement, aujourd'hui, quand vous envoyez un mail, c'est comme si vous envoyez une carte postale, il n'y a pas d'enveloppe dessus. Le chiffrement permet au moins de masquer ce que vous envoyez. Et encore une fois, enfin, je peux l'affirmer, je ne suis pas un terroriste et je chiffre mes mails tout simplement parce que j'estime que ma correspondance doit rester privée, et ça faisait partie d'ailleurs d'un certain nombre d'engagements au niveau des droits de l'homme. Et en faisant ça, vous avez peur de passer pour un suspect? Oui, oui, complètement. Et aujourd'hui, je crois que c'est en Angleterre, il y a une discussion qui vise à supprimer le chiffrement et à interdire le chiffrement, qui serait à ce moment-là réservé uniquement pour un certain nombre d'autorités bien pensantes. Et donc, nous pensons qu'il faut absolument maintenant supprimer et arrêter cette loi et prendre du temps pour y réfléchir. Merci beaucoup Pierre-Yves Gosset. Si on veut en savoir plus sur les logiciels libres et leur philosophie, on peut se rendre sur le site que vous animez qui s'appelle Framasoft. Il est midi, la voix est libre de Sylvie Guillaume continue. Le temps de faire un point sur l'actualité en cette mi-journée, et c'est en compagnie de Frédéric Cluop. Bonjour Frédéric. Bonjour Paul, bonjour à tous. À la une de l'actualité en Rhône-Alpes, c'est cette manifestation à Die dans la Drôme du collectif de défense de la maternité du Diois. Ce matin, plusieurs centaines de personnes ont battu le pavé pour demander le renouvellement de son autorisation de fonctionner. Mais au-delà de la maternité, les manifestants craignent aussi la fermeture du pôle chirurgie et donc des urgences. Écoutez le commentaire de la maire de Saint-Dizier en Diois. S'il n'y a pas de pôle chirurgie, donc l'incidence, c'est que les bras cassés, les appendicites, toutes ces petites choses qui sont du quotidien d'une population vont devoir être traitées ou sur Valence ou sur Gap. Pour nous, c'est 1h30 de route. Et 1h30 de route, au niveau de la sécurité des personnes, c'est pas satisfaisant. Donc c'est vraiment nous isoler un peu plus et puis c'est fragiliser un territoire. Et puis rebondissement dans ce fait divers sordide, le 31 octobre dernier, le corps d'un quinquagénaire avait été retrouvé à Étoile-sur-Rhône, sur les bords du fleuve. L'autopsie avait révélé qu'il avait été abattu, puis roué de coups et éventré avant d'être abandonné. 5 mois plus tard, grâce à un témoignage, les enquêteurs ont interpellé l'ex-compagne de la victime ainsi que le frère de cette dernière. Tous deux sont mis en examen. Plus de détails dans un reportage complet ce soir dans le 19-20. En cyclisme, un record de vitesse sur piste va peut-être tomber aujourd'hui. François Lamirou, un cycliste de Vaux-en-Velin, se lancera cet après-midi sur la piste du vélodrome Stablinski de Roubaix dans le Nord pour tenter de battre ce record français établi il y a plus d'un demi-siècle. Céline Rousseau et Emmanuel Quinard. Il a eu un coup de cœur pour la piste de Roubaix.
Ah, un petit souci visiblement pour se lancer ce reportage. Est-ce qu'on le relance ou est-ce qu'on enchaîne? Il a Alors, eu on un va coup de cœur pour la piste de Roubaix et a choisi d'inscrire ici une performance. François Lamiraud est un cycliste amateur en fin de carrière, mais il a un dernier rêve, faire tomber le record de France de l'heure, 47,346 km/h exactement. On n'a jamais fait 1 heure à bloc parce que c'est un effort qui est très dur et psychologiquement ça aurait été trop dur à encaisser. Mais on a fait des efforts de 45 minutes en conditions réelles et voilà, les résultats nous convenaient. Donc on est confiant quant à la faisabilité de battre ce record. Pour cela, un vélo sur mesure d'à peine 7 kg, des roues pleines, un cadre rigide. Ce type de vélo, c'est presque, si on peut comparer, à des Formule 1, quoi. Voilà, c'est que tout est précis, minutieux. On essaye de l'alléger au maximum de ce qu'on peut de la réglementation. Après 6 mois de préparation physique, dernier entraînement ce vendredi après-midi. Avec 19 secondes pour un tour, il frôle les 50 km/h. 60 ans d'histoire sont en passe de tomber. Roger Rivière était vraiment un phénomène. Donc quand il a fait ce record, c'était déjà un coureur hors norme qui avait passé la barre à un haut niveau. Il faut rappeler quand même que c'était le seul coureur à battre Jacques Anquetil dans les contre-la-montre. D'ailleurs Jacques Anquetil s'était attaqué à ce record, l'avait battu, mais n'a pas été homologué pour refus de contrôle médical. Sous les yeux du champion du monde de course à l'américaine Vivien Brice, François Lamiraud s'élancera à 17h ce samedi. Allez, un mot de basket en championnat de National 1 et une belle victoire de Saint-Chamond Basket. Vallée du Gier hier soir face à Blois. Les Couramio en blanc sur ces images se sont imposés 79-60 devant près de 2000 spectateurs. Une victoire qui leur donne la certitude de monter en Pro B la saison prochaine. On écoute la réaction de l'entraîneur plutôt content. Heureux pour mes joueurs, pour les dirigeants, pour le club, pour une salle magnifique ce soir. Je crois que c'est une superbe victoire avec la manière et je crois que sur l'ensemble de la saison, c'est mérité. C'est mérité, on fait vraiment une très très belle saison et d'être en Pro B à 3 matchs de la fin, c'est superbe. Je vais participer à la fête. Voilà, plutôt content l'entraîneur. Je vous l'avais dit, en Ligue Pro de volleyball pour terminer. Le premier match hier soir des quarts de finale du championnat de France. Ça s'est passé au Palais des Sports de Gerland. Lyon a battu les Corses d'Ajaccio 3-7-0. La Sulle en rouge et bleu se place donc dans les meilleures conditions avant le match retour mardi sur l'île de Beauté. Voilà pour ce flash. Ces informations seront bien sûr développées ce soir dans le 19-20. Mais tout de suite, c'est la suite de la Voix libre présentée par Paul Satis. A tout à l'heure, Frédéric. La Voix est libre, deuxième partie. Je reçois aujourd'hui la vice-présidente du Parlement européen, Sylvie Guillaume, eurodéputée PS élue dans la circonscription du Sud-Est. Face à l'actu, Sylvie Guillaume, on va voir avec vous quelques événements marquants de la semaine. Et d'abord, cette famille de députés européens qui se déchirent, les Le Pen, père et fille. Vous les côtoyez tous les deux, évidemment, depuis un moment au Parlement européen. Est-ce que vous êtes surprise par ce qui s'est passé cette semaine ? D'abord, je voudrais dire que je commence à être un peu lasse d'entendre parler du Front National matin, midi et soir. Ça ressemble un peu à de la prophétie autoréalisatrice. Et franchement, c'est-à-dire qu'on a l'impression que s'inscrit un espèce de schéma et qu'il est alimenté tous les jours pour se réaliser en prévision de l'élection de 2017 présidentielle. Vous dire que tout ça est un peu téléguidé ou que c'est... franchement, je ne peux pas imaginer une seule seconde que, d'abord, Jean-Marie Le Pen est en dehors de sa tête. Il sait très bien de quoi il parle. Je pense que c'est un processus supplémentaire de dédiabolisation de Marine Le Pen et de son mouvement qui va lui faire franchir une forme de normalisation très grande si elle se débarrasse de son père pour peut-être encore avoir une autre génération de Le Pen encore dans l'actualité. Alors c'est vrai qu'on sent une fracture nette au sein du FN entre les partisans du fondateur et ceux de sa fille qui dirige le parti aujourd'hui. Le départ de Jean-Marie Le Pen n'est plus un tabou au sein du FN à l'image de ce qu'en dit Florian Philippot. Je regrette que Jean-Marie Le Pen soit dans cette dérive, dans ce suicide politique, comme l'a dit Marine Le Pen, parce que je pense qu'il valait mieux que cela, mais là je ne le comprends plus. Je ne sais pas pourquoi il va de polémique en polémique qui sont à l'inverse des positions du Front National. Le suicide politique, vous n'y croyez pas beaucoup ? Je pense qu'il est loin d'être encore suicidé, plus exactement.
Il y a une interview à Rivarol cette semaine qui a fait Terrible. plus parler encore que ce qu'il a dit, la confirmation du point de détail chez Bourdin sur RMC. À Rivarol, il dit « Je n'ai jamais considéré le maréchal Pétain comme un traître ». Est-ce que le Parlement européen devrait le sanctionner ? Il a d'ailleurs souvent été sanctionné par le Parlement européen, Jean-Marie Le Pen. Il l'a parfois été. Il n'est pas le seul d'ailleurs dans ses propos à l'avoir été. On a au Parlement européen une caste de gens qui poussent quelquefois la provocation extrêmement loin, quelquefois en parlant de négro à la tribune. Donc c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'individus assez peu recommandables dont la parole est finalement totalement désinhibée dans le cadre du Parlement européen et qui sont régulièrement sanctionnés. Est-ce qu'on peut mettre dans le même sac Marine Le Pen, députée européenne, et par exemple Aube Dorée, le parti politique d'extrême droite grec ? Qui est un parti néo-nazi. Pour être tout à fait précis. Alors, Marine Le Pen ayant toujours dit « Jamais je ne siégerai dans le même groupe que Aube Dorée ». Pour l'instant, elle n'arrive pas à constituer un groupe qui doit, au Parlement européen, être constitué de 25 membres. Ils sont 23 au Front National, donc ils n'en sont pas loin. Mais la deuxième condition, c'est de représenter 7 nationalités différentes. Et cela pose problème à Marine Le Pen pour la constitution de son groupe. Il manque une nationalité pour arriver à faire les choses. Donc ça n'est pas du tout impossible. Pour l'instant, elle a toujours indiqué qu'elle ne s'allierait pas avec un parti néo-nazi. Elle a plutôt respecté pour l'instant cette condition. Mais vous savez, les individus sont tels que quelques promesses électorales ou quelques promesses de position peuvent faire changer d'avis une personne et un élu et donc ainsi constituer le groupe. Au Parlement européen, le Front National a été au cœur d'une polémique récente sur l'emploi des assistants parlementaires payés par l'Union européenne, mais dont le travail ne serait pas qu'européen. De manière plus générale, il y aurait trop d'assistants par parlementaire. Pour le FN, c'est 63 pour 23 eurodéputés, et pour vous, au Parti socialiste, 43 pour 12, ce qui fait d'ailleurs un peu plus en moyenne. Et vous-même, Sylvie Guillaume, vous en avez combien d'assistants J'ai parlementaires ? 2,80 équivalents temps plein à Bruxelles, donc 3 personnes. Donc il y a 2 types d'assistants. Il y a ceux qui sont locaux, qui restent sur la circonscription, et 2 qui sont à Bruxelles. À Bruxelles, nous avons ce qu'on appelle les assistants accrédités, dont le statut est un statut au plan européen, au plan du Parlement européen, qui doivent être résidents en Belgique. Donc, à ce stade, mon équipe est constituée de 2,80 équivalents temps plein, plus une personne stagiaire, puisque je tiens beaucoup à donner cette chance à des stagiaires. Et au plan local, j'ai un assistant dit local, qui est donc, lui, sous droit français, et qui donc travaille avec moi en circonscription. Et l'assistant local, rien ne l'empêcherait d'aller au Parti Socialiste ou de travailler au Parti Socialiste, voire d'être élu. Sauf que non, on ne peut pas l'empêcher d'être élu, effectivement, c'est son libre arbitre, mais sauf que ceci voudrait dire qu'il ne travaille pas pour ce que je lui demande de faire, c'est-à-dire mon activité de parlementaire et m'aider dans ma tâche. Donc je crois qu'il faut que la séparation soit tout à fait claire. Vous disiez tout à l'heure qu'il y avait trop d'assistants, ceci ou cela. Vous savez, on a une somme qui nous est réservé 21 000 euros. 21 et quelques mille euros pour salarier tous les mois des assistants à Bruxelles, des assistants de circonscription, et nous avons aussi ce qu'on appelle des prestations, c'est-à-dire qu'on peut avoir des prestations extérieures qui ne sont pas sous forme de contrat de travail. Tout cela est très réglementé. Donc après, si quelqu'un veut avoir beaucoup d'assistants, plusieurs assistants ou un seul, c'est son libre arbitre. Il ne faut pas, par contre, avoir un certain nombre d'extensions. Mais c'est assez facile de frauder avec les assistants locaux, on est d'accord ? Je ne pense pas que ce soit facile. Après, il y a des contrôles qui sont réalisés. Et par exemple, récemment, on a découvert que certains de nos collègues parlementaires de l'Est, notamment, avaient une curieuse manière de constituer leurs équipes, puisqu'en jusqu'en 2013, l'un d'entre eux avait jusqu'à 43 assistants parlementaires locaux qu'ils payaient effectivement extrêmement mal. Donc il faut, je crois, franchir un degré plus important encore, une marche de contrôle pour les assistants locaux. Mais le travail de transparence, on parlait de transparence tout à l'heure, est très important au plan des assistants parlementaires. C'est pour ça d'ailleurs que ceux du Front National ont été repérés comme n'étant pas présents à Bruxelles, comme n'assurant aucune permanence, aucun travail réel sur place. L'actualité de la semaine a été marquée par la mort du sénateur socialiste Jean Germain, ancien maire de Tours, qui s'est suicidé à la veille de sa comparution devant le tribunal correctionnel dans l'affaire dite des mariages chinois. Beaucoup ont fait le parallèle avec un autre drame qui avait choqué le pays, c'est le suicide de l'ancien Premier ministre Pierre Bérégovoy en 1993, avec, on s'en souvient, cette célèbre phrase de François Mitterrand, « l'honneur d'un homme jeté au chien », à laquelle le président du Sénat, Gérard Larcher, a clairement fait référence. Jean Germain s'est senti condamné avant même d'être jugé.
par un système qui n'a finalement jamais rien retenu depuis Pierre Bérégovoy. Ce système qui s'emballe sans discernement, sans considération pour l'honneur, peut amener un homme à commettre l'irréparable. Vous le connaissiez bien sûr, hein, Jean Germain. Bien entendu. C'est un acte terrible, c'est un acte d'inquiétude majeure par rapport à ce qui lui arrivait, qui finalement, on ne sait pas comment ça se serait soldé, mais ça n'était pas non plus un acte délictueux d'une énorme ampleur. Et donc je pense qu'il a eu une pression énorme qui est tombée sur lui. Mais je crois que son acte aussi, j'en sais rien, je n'ai pas lu ses lettres évidemment, et je suis un peu distante par rapport à ça, mais je crois que malheureusement son acte a aussi à voir avec une forme d'isolement ou de rejet. Quand on perd, vous savez, il avait perdu la ville de Tours après avoir été 3 mandats, je crois, très proche de ses concitoyens, d'avoir été, je crois, un excellent maire de Tours, d'avoir changé cette ville. Avoir perdu cette ville, de temps en temps, je crois que ça crée chez les élus un très grand isolement. Et il faut qu'on sache mieux réagir vis-à-vis de ça. Ce que dit Gérard Larcher laisse sous-entendre que finalement l'honneur, effectivement, le déshonneur dû à une comparution devant un tribunal, pourtant il y a quand même beaucoup de garde-fous, notamment des immunités parlementaires qui permettent souvent aux élus de ne pas être des justiciables comme les autres. Est-ce qu'on est dans le même cas que Pierre Bérégovoy là vraiment ? Il n'est pas anormal qu'il comparaisse en justice. L'immunité parlementaire n'empêche pas, a priori, de tomber sous le coup de la loi. L'immunité parlementaire protège l'élu quand il fait son travail. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être attaqué sur le travail qu'il réalise. Après, il y a des codes tout à fait précis. C'est le cas au Parlement européen, où on a une commission, où on enquête, où on vote sur la question de la levée des immunités parlementaires. Certains parlementaires demandent à avoir cette levée de l'immunité pour pouvoir effectivement correctement exercer leur défense. Donc, il y a des choses des contrôles, des règles très précises qui existent. On n'est pas une caste à part. S'il faut rendre des comptes à la justice, il faut pouvoir le faire. Mais l'immunité parlementaire, c'est pouvoir exercer son métier de parlementaire sans en avoir des conséquences de justice. L'actualité dans la région, c'était la désignation ce vendredi par les socialistes de Jean-Jacques Kéran comme tête de liste aux élections régionales du mois de décembre en Rhône-Alpes-Auvergne. Il n'avait pas beaucoup de concurrents, en tout cas pas des concurrents très dangereux. Est-ce que Jean-Jacques Kéran fait aujourd'hui l'unanimité? Parce qu'on avait compris que non il y a quelque temps. Je crois que le score qui a été réalisé, j'en ai pas la nature, mais ça doit être très, très important. Et la preuve que les militants du Parti socialiste... Donc c'est un peu un score. Il y avait des concurrents, mais voilà, ils n'étaient pas forcément très, très efficaces dans leur profession de foi, on va dire. En tout cas, ce que j'ai lu, je crois que ça prouve surtout que les militants socialistes ont une grande confiance en Jean-Jacques Kéran et que je pense par ailleurs que c'est tout à fait justifié. Est-ce que vous serez candidate sur une des listes de Jean-Jacques Kéran? J'ai dit dans cette émission que j'avais souhaité ne plus cumuler. J'ai été adjointe au maire de Lyon en étant parlementaire européenne. C'était difficile, ça demandait beaucoup d'engagement et je pense que je ne parvenais plus à être suffisamment efficace dans le portage politique des dossiers parce que ça demande beaucoup d'engagement. J'ai souhaité décumuler. Je ne vais certainement pas être candidate sur une liste. Beaucoup de divisions à gauche, énormément de difficultés à gouverner. Vous l'avez connu d'ailleurs à la région entre les écologistes et les socialistes. Ça a été le cas pendant ce mandat. Mais si les divisions persistent, on sait que la défaite sera vraisemblablement au bout pour les socialistes. Vous appelez à un rassemblement où chacun doit se présenter séparément. Je crois que l'expérience qu'on a menée... Même quand on vient de sortir d'un mandat où les tensions ont été permanentes. Je crois que quand on sort de 2 épreuves successives où les socialistes ont eu beaucoup de soucis à se faire, les municipales puis les départementales, où on voit bien que la désunion a été un facteur de trouble important, je crois que l'idée, effectivement, moi j'ai toujours préconisé, je suis depuis très longtemps au Parti socialiste et j'ai exercé des fonctions nationales au moment où la gauche était rassemblée. J'attache beaucoup d'importance à cela et je suis sûre que les traces de rapprochement peuvent avoir lieu encore maintenant. On va terminer par une image, celle d'une des manifs anti-austérité de jeudi qui ont rassemblé ces manifs des dizaines de milliers de personnes un peu partout, comme ici à Lyon. Plutôt un succès malgré la désunion syndicale. Beaucoup de professions dans le cortège et tous avec un même problème. On n'arrive plus à s'en sortir. Écoutez dans l'ordre un commerçant, un retraité et un prof. Je vis avec à peine entre 1400 et 1500 euros net selon les mois et il suffit que j'ai le moindre incident, j'ai du mal à boucler mes fins de mois. Depuis 7 ans maintenant, les augmentations sont limitées et depuis 3 ans elles sont nulles.
alors que les prix ont continué à augmenter, particulièrement les prix des dépenses contraintes, type logement. Moi, je ne vois pas mon niveau de vie augmenter alors que ça fait 5 ans d'ancienneté dans la maison. C'est à tel point en fait que j'ai choisi, là, à partir de la rentrée prochaine, d'arrêter le métier d'enseignant et de partir ailleurs. Alors, l'austérité, c'est vous, Sylvie Guillaume. Enfin, c'est l'Europe qui l'impose à la France. Ce qui est imposé à la France ce n'est pas exactement l'austérité. Si on prend la mesure de ce qui s'est passé en Grèce et en Espagne, qui ont subi effectivement là un très lourd tribut aux politiques qui était préconisé par d'ailleurs une troïka qui n'était pas une instance élue. Donc je crois qu'il faut être très clair. Il y a une inquiétude qui se manifeste. On n'est pas sorti de cette crise économique. Et vous l'entendez à Bruxelles ? On l'entend très bien. C'est pour ça que nous avons beaucoup appuyé, notamment le plan Juncker, qui est encore insuffisant, mais qui est un plan qui doit se tourner vers l'investissement, vers la création d'emplois, vers la création de croissance et surtout, je dirais, une création d'emplois riches pour nos compatriotes. Merci beaucoup, Sylvie Guillaume, député européen, d'avoir participé à cette émission. La semaine prochaine, c'est Frédéric Liob qui présentera La Voix est libre. Les vaccins sont-ils dangereux ? Où sont-ils indispensables ? Frédéric recevra un des meilleurs spécialistes français de la question vaccinale, le professeur Bruno Lina, virologue et responsable du Centre national de référence sur la grippe. Les programmes de l'après-midi sur France 3 à 15h20 dans la case documentaire, on vous emmène à la découverte d'Ardelaine, la célèbre coopérative textile ardéchoise créée dans les années 80 et aujourd'hui à un tournant de son histoire. Et puis juste après, les Chroniques d'en haut, le magazine de la montagne avec Laurent Guillaume qui vous raconte la fabuleuse histoire du ski. À suivre, le 12-13 week-end présenté par Catherine Matoche. Merci de votre attention, bon week-end et à très bientôt.